Il y a eu une vague de chaleur absolument énorme aux États-Unis. Il y a eu un dôme de chaleur, alors sauf qu'il est arrivé en hiver, aux États-Unis au mois de mars. On a quasiment atteint les 45 degrés au mois de mars en Californie, aux États-Unis. Et il y a 180 villes qui ont battu en mars leur record historique d'avril. Ça, c'est juste pour les États-Unis. Et en fait, je pourrais multiplier les exemples d'épisodes un peu extrêmes qui sont arrivés à droite et à gauche. Il faut rappeler que c'est pas parce qu'il y a la guerre au Moyen-Orient en ce moment et la guerre en Ukraine que par ailleurs le changement climatique s'est arrêté, s'est mis sur pause et qu'on peut s'occuper des problèmes dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Le changement climatique continue d'être à l'œuvre. Il faut continuer à être un peu focus, si je peux prendre ce terme, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que sinon les conséquences vont s'amplifier et vont venir en plus des autres problèmes que nous avons à gérer. Si on parlait changement climatique ce matin, Jean-Marc, qui est trop peu sous les projecteurs de l'actualité ces derniers temps. Eh oui, un clou chasse l'autre. Et on a l'impression que maintenant que la dernière Trumperie du moment a mis le Moyen-Orient à feu et à sang, finalement, c'est plus la peine de se préoccuper des problèmes dont on s'occupait avant. On est dans une espèce de petite séquence politique, l'environnement, ça commence à bien faire, qui nous rappelle Sarkozy. Et en fait, il faut quand même rappeler que malheureusement, la physique du problème fait que c'est pas parce qu'on le regarde moins que le problème est moins à l'œuvre. La presse française en a peu parlé, me semble-t-il, mais il y a eu une vague de chaleur absolument énorme aux États-Unis. Il y a eu un dôme de chaleur, alors sauf qu'il est arrivé en hiver, aux États-Unis au mois de mars. On a quasiment atteint les 45 degrés au mois de mars en Californie, aux États-Unis. Et il y a 180 villes qui ont battu en mars leur record historique d'avril. Ça, c'est juste pour les États-Unis. Et en fait, je pourrais multiplier les exemples d'épisodes un peu extrêmes qui sont arrivés à droite et à gauche. Il faut rappeler que c'est pas parce qu'il y a la guerre au Moyen-Orient en ce moment et la guerre en Ukraine que par ailleurs le changement climatique s'est arrêté, s'est mis sur pause et qu'on peut s'occuper des problèmes dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Le changement climatique continue d'être à l'œuvre. Il faut continuer à être un peu focus, si je peux prendre ce terme, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que sinon les conséquences vont s'amplifier et vont venir en plus des autres problèmes que nous avons à gérer. Ça veut dire, Jean-Marc, qu'on va devoir gérer plusieurs ennuis à la fois, devoir et y arriver. Exactement. C'est pas parce qu'on a des problèmes aujourd'hui au Moyen-Orient, encore une fois, que les problèmes liés au changement climatique vont arrêter de se manifester. Et oui, le monde vers lequel on se dirige est malheureusement un monde turbulent, volatile et avec des pressions qui vont se multiplier. Et on va devoir apprendre à gérer plusieurs ennuis à la fois. Ce qui va poser des problèmes évidents d'allocation des moyens. Parce que quand vous avez, si je prends un parallèle guerrier qui vaut ce qu'il vaut, quand vous avez plusieurs fronts à la fois, vous devez savoir comment vous arbitrez vos moyens et vous pouvez pas dire je vais m'occuper d'abord de mon ennemi à l'Est et puis ensuite je m'occuperai de mon ennemi à l'Ouest, ça marche pas. On va devoir faire des choix. Alors, on commence à s'en rendre compte un peu aujourd'hui, mais il va falloir s'y faire, même si c'est pas une très bonne nouvelle pour réveiller les gens le samedi matin. Il va falloir se mettre dans un état d'esprit dans lequel il va falloir accepter qu'on fasse des efforts sur plusieurs fronts à la fois. Alors, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que faire des efforts au titre du climat et faire des efforts pour économiser du pétrole et du gaz parce que le robinet ne coule plus, en pratique, c'est les mêmes actions. Donc ça, au moins, pour nous, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle. Le climat a toujours varié. Simplement, les échelles de temps de cette variation sont absolument capitales pour savoir si c'est quelque chose de désagréable ou pas. Pour prendre un parallèle tout de suite, vous avez deux manières de décélérer de 100 km/h à 0 quand vous êtes en voiture. La première, c'est d'appuyer sur la pédale de frein, ça prend 10 secondes. La deuxième, c'est de rentrer dans un mur, ça prend quelques millisecondes. Le résultat n'est pas le même. Eh bien, c'est exactement pareil en ce qui concerne les variations du climat. Le climat varie, il a toujours varié. Simplement, pour les variations qui sont en train d'être mises en route en ce moment, la question cruciale est celle des échelles de temps par rapport aux variations spontanées du système. Le climat peut varier pour plein de raisons. Historiquement, au Quaternaire, la première raison pour laquelle le climat a varié, c'est que le système solaire n'est pas un ménage à 2, donc très pacifique, mais un ménage à 10, donc très turbulent. Et en particulier, la Terre est soumise à l'attraction des grosses planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, un peu moins Uranus et Neptune. Et donc l'ellipse que la Terre décrit autour du Soleil n'est pas une ellipse régulière. Elle a des petites variations au cours du temps. Et ces variations, c'est à la fois une variation d'excentricité, elle est plus ou moins allongée, et une variation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite, c'est plus ou moins incliné. Et quelque chose que vous allez comprendre tout de suite, c'est que si l'axe était parfaitement perpendiculaire au plan de l'orbite, on n'aurait jamais de saison. L'insolation serait la même tout au long de l'année, donc il n'y aurait pas de saison. Plus l'axe est incliné sur le plan de l'orbite, plus les saisons sont marquées.
Cette inclinaison est un des éléments qui détermine de manière capitale l'entrée ou pas en glaciation à l'ère quaternaire. Il y en a d'autres, mais celui-là joue de manière très forte. Donc le climat varie. Encore une fois, il est toujours varié. Ce qui est en train de se passer à l'Anthropocène, c'est-à-dire aujourd'hui, avec l'homme qui est devenu un agent climatique, c'est que l'homme est en train de devenir la première cause de variation du climat à l'échelle du siècle. C'est ça qui est en jeu. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en augmentant un phénomène parfaitement naturel qui est là depuis des milliards d'années, qui s'appelle l'effet de serre. L'effet de serre, qui est un processus qui a été identifié par Fourier, Joseph de son petit nom, il y a 2 siècles maintenant, enfin 1824, on y est presque, est un effet qui est dû au fait que vous avez dans l'atmosphère des molécules qui sont parfaitement transparentes au rayonnement solaire incident et parfaitement opaques au rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. Si vous avez fait un peu de rayonnement du corps noir avant de rentrer ici, vous savez que le spectre d'émission d'un corps dépend de sa température. Alors le Soleil, qui a une température de surface à 6000 Kelvin, nous envoie essentiellement du visible et de l'infrarouge proche. La Terre, qui a une température de surface qui est proche de 300 Kelvin, émet essentiellement des infrarouges lointains. Eh bien, dans l'air, vous avez plein de gaz, tous les gaz triatomiques ou plus, en gros, qui sont des gaz qui interceptent les infrarouges terrestres. Donc la lumière du Soleil, enfin ou le rayonnement solaire avec les infrarouges visibles, non visibles, les infrarouges proches passent à travers l'atmosphère, moins la part qui est réfléchie par les nuages, la glace, etc., est absorbé par le sol, et le sol, lui, en réponse, émet des infrarouges dans des grandes gammes, dans des longueurs d'onde beaucoup plus importantes. Ces infrarouges sont absorbés près de la surface par les gaz à effet de serre, qui sont donc des opacifiants aux infrarouges que l'atmosphère a en petite quantité, comme le permanganate de potassium opacifie l'eau quand vous en mettez dans une baignoire. Pareil. Avec les émissions de gaz à effet de serre, nous augmentons l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge émis par la Terre. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons confiner l'énergie près du sol, et de ce fait augmenter la température d'équilibre du sol. Mais nous allons également corrélativement refroidir la stratosphère, parce qu'il y a moins d'énergie qui peut aller être absorbée, moins de rayonnement qui peut aller être observé dans la stratosphère. Et ça vous explique tout de suite une chose très simple, soit dit en passant, c'est que si vous avez une température près du sol qui augmente et une température de la stratosphère qui diminue, vous augmentez le gradient de température dans l'atmosphère et donc vous augmentez la puissance convective de tout ce qui convecte, je ne sais pas si on dit ça, de tous les mouvements convectifs dans l'atmosphère. Et donc les orages, les tornades, les ouragans, la pompe aspirante devient plus puissante. Donc c'est très logique que vous ayez trouvé dans le dernier rapport du GIEC que dans un monde qui se réchauffe, la puissance des ouragans va augmenter. C'est parfaitement normal, c'est un truc qui est attendu. On se pose également la question pour les orages et les tornades, comme je l'ai dit juste avant. Ce réchauffement climatique, il est donc provoqué par une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ces gaz peuvent s'accumuler dans l'atmosphère, notamment le CO2, pour une raison chimique de base. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone. Ce n'est pas non plus à vous que je vais apprendre que vous ne pouvez pas le dissocier chimiquement sans apport d'énergie. Si vous tentez de faire pousser des plantes dans un endroit, dans un placard pas éclairé, ça ne marche pas bien. Peut-être que vous avez fait l'expérience, c'est sûr que ça ne marche pas. Donc la photosynthèse est un processus endothermique. Vous avez besoin d'un photon. Vous avez besoin d'un apport d'énergie qui va vous dissocier la molécule de CO2 parce que la liaison est très forte. Et d'une façon plus générale, tous les oxydes sur Terre sont des molécules très stables. Tous les minerais métalliques, par exemple, se trouvent sous forme d'oxyde dès lors que le métal peut s'oxyder. Donc les oxydes étant des molécules très stables, une fois qu'on a mis du CO2 dans l'atmosphère, il n'y a pas de processus chimique spontané d'épuration. C'est la raison pour laquelle le CO2 peut s'accumuler dans l'atmosphère, c'est qu'il n'y a pas de processus chimique d'épuration. Vous avez 2 processus d'épuration, l'un est physique, c'est une dissolution dans l'océan, ça se fait à la surface de contact, c'est un équilibrage de pression partielle, c'est un processus physique. Et en plus, c'est un processus qui est ralenti quand le climat se réchauffe, parce que la capacité de l'eau à dissoudre du CO2 diminue quand l'eau se réchauffe. Donc c'est un puits qui va s'affaiblir avec le temps, voire même qui pourrait se renverser. Et vous avez un deuxième processus d'épuration, je viens de vous en parler, donc c'est la photosynthèse. Donc le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et une constante de temps qu'il faut garder en mémoire, parce que c'est absolument crucial pour le débat sur le changement climatique. Si demain matin, on arrête les émissions dans le monde, eh bien le surplus de CO2 que nous avons créé, il n'y en a que 60% qui sera parti dans un siècle. Il en restera encore 20% dans 1000 ans et 10% dans 10 000 ans. Donc vous avez un processus fondamentalement irréversible en ce qui concerne le changement climatique. C'est comme le vieillissement, c'est fondamentalement irréversible. Je ne peux pas me dire à mon âge, ah bah merde, j'aurais pas dû faire l'X, j'aurais dû faire l'agro, allez hop, reset, je me retrouve à 18 ans et je change de voie. Ça ne marche pas, d'accord ? Ça ne marche pas. Donc le changement climatique, c'est exactement pareil. À cause de cette constante de temps
du temps de résidence d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère, il n'existe pas de possibilité de remise en état du système. C'est une notion qui n'existe pas dans le débat sur le changement climatique. Donc si un jour, comme Petit Gibus, on dit « si j'avais su, j'aurais pas venu », trop tard. Voilà. Et la seule garantie que nous avons dans ce débat, la seule en ce qui concerne le changement climatique, c'est que si un jour l'expérience se met à nous déplaire pour de bon, la seule garantie qu'on aura à ce moment-là, c'est que plus tard, ça sera pire. C'est important d'avoir ça en tête. Hein. C'est parce qu'on n'est pas du tout des animaux câblés pour être capables de réagir à ce genre de problème. Parce que je vous rappelle, et vous le savez à toutes les mensuelles, nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux, alors si je suis un tout petit peu plus sérieux, nous sommes des animaux, c'est-à-dire que nous sommes gouvernés par nos sens. Notre rapport à l'environnement se fait au travers de nos sens. Et nos sens sont court-termistes et instantanés. Enfin, immédiats et locaux et instantanés, pardon. Donc mes sens me permettent de dire quelle est la température qui fait dans cette pièce tout de suite. Mes sens ne me permettent absolument pas de dire quelle est la température qui fait en Australie à l'instant où je vous parle, et encore moins la température qui faisait je sais pas où, à Vladivostok il y a 6 mois. D'accord ? Mes sens ne me permettent pas de dire ça. Ma cervelle, oui. C'est plus compliqué. Mes sens, non. Donc, tout ce qui relève de la moyenne, du etc., c'est pas avec nos sens qu'on peut l'approcher, c'est avec une approche intellectuelle, mais on n'est pas fait pour ça. Et par ailleurs, le mode d'apprentissage qui a été le nôtre, comme tous les animaux qui sont gouvernés par leur sens, est un mode essai-erreur. Alors, le mode essai-erreur fonctionne très bien dans les situations réversibles, sauf pour les quelques-uns qui font une erreur tellement grave qu'ils s'y passent. Voilà, ça a toujours été le cas dans tous les représentants d'une espèce animale. Donc de temps en temps, il y en a qui font une expérience qu'ils n'auraient pas dû faire. Crac, ils y passent. Les autres le voient, ils se disent, je vais peut-être pas faire la même chose. Mais donc, vous avez un apprentissage de type essai-erreur. Mais quand vous n'avez pas droit à l'erreur, comment vous faites ? Parce que dans cette affaire-là, on n'aura qu'un seul essai. Donc, on n'aura pas droit à l'erreur. Enfin, ou plus exactement, si on s'est trompé, après, perdu, quoi. Et c'est très très difficile, ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est très très difficile de lutter contre ses sens et de faire prévaloir la partie gauche ou droite, je ne sais jamais, de sa cervelle, c'est-à-dire celle qui vous a permis de rentrer ici. C'est très difficile. Donc le changement climatique est un phénomène à très très forte inertie. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur sur ce que ça veut dire, ce changement climatique. Le premier ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est que 5 degrés, que vous avez évidemment en tête comme étant la fourchette haute, enfin maintenant on parle de 6 à 7, mais du réchauffement climatique, en fait c'est la même chose que ce qui correspond à une transition glaciaire-interglaciaire. Donc quand la France est passée d'un paysage qui ressemblait au nord de la Sibérie, il y a 20 000 ans, à l'état qu'on lui connaissait dans l'ère pré-industrielle, et presque encore maintenant, il y a 10 000 ans, eh bien le climat ne s'est réchauffé que de 5 degrés sur la planète. Donc 5 degrés en un siècle, c'est un réchauffement 100 fois plus rapide que celui qui a vu l'océan remonter de 120 mètres en 10 000 ans, les écosystèmes devenir ceux qu'on connaît aujourd'hui alors qu'ils étaient ceux du nord de la Sibérie, et une calotte de glace de 3 km d'épaisseur posée sur la Scandinavie et le Canada disparaître. 5 degrés en 10 000 ans.